C'est une très vieille histoire que nous allons vous raconter. Elle remonte à plus de 3 600 000 années. C'est notre histoire de famille. À l'aube du 3e millénaire, nous avons entrepris de vous la rapporter sans interruption de la préhistoire à l'histoire, dans l'ordre chronologique des découvertes, tel que vous ne l'avez jamais vu ou entendu. C'est le roman de l'homme. La mort. Rien jusqu'ici ne distingue une charogne d'une autre quand on les sort de terre. Animal, homme, même ignorance, même désinvolture. Le sol de la préhistoire engloutit ces cadavres ou les laisse pourrir à l'air libre. Si une bête fouaille sous ses pieds, c'est pour cacher une proie. Si un homme jette quelque chose dans un trou, c'est pour se débarrasser d'un fardeau encombrant ou incommodant. On respecte les vivants à cause de leur adresse, de leur force ou de leur courage. Les morts, eux, hommes ou animaux, tout simplement ne sont plus. La notion même que c'est disparaître à jamais est-elle concevable pour un préhumain? C'est ainsi. Pour certains carnivores et charognards, la mort, c'est nourriture ou festin. Pour les autres, c'est le néant. Mais un moment vient pourtant où l'homme semble se soucier de ses morts. Commence alors le culte des disparus. On voit apparaître, donc il y a quelques dizaines de milliers d'années, ce culte aux ancêtres, qui est probablement la première forme, une des premières formes de la sacralité. On se dit, ces gens sont morts, mais ils sont quelque part, il faut respecter le reste. Vous savez bien, chez les Égyptiens, on va leur donner tout ce qu'il faut. Une barque pour traverser le fleuve, de la nourriture. Cette idée d'orner de fleurs, de donner de la nourriture aux morts, vient de l'idée que les morts ne sont pas vraiment morts, que c'est simplement un passage dans un au-delà. Et ça, c'est quelque chose qui est répandu sur toute la planète. Cette conscience de la mort, c'est-à-dire du définitif, semble être apparue au Paléolithique moyen vers moins 100 000 ans. Au début du XIXe siècle, les chercheurs se mettent en quête des preuves certaines de cette préoccupation. Non content d'exhumer des corps, il faut les trouver ensevelis dans une posture telle que leur enfouissement apparaisse comme intentionnel et non pas le fait du hasard. Et c'est encore en Dordogne, près des Aisies, à l'abri sous roche de la Ferracie, que Denis Pironi et Louis Capitan font en 1908 une découverte bouleversante. Ils mettent à jour 6 corps, 2 adultes, 3 jeunes enfants et un nouveau-né. Autour des corps, un attirail funéraire constitué de pierres plates, de plusieurs silex et d'un os. Capitan et Pironi annoncent avoir mis à jour des sépultures datant de près de 100 000 ans. La nouvelle met la France en ébullition. D'humbles prêtres qui apprennent la découverte de morts très anciens dans leur commune vont rendre visite à l'abbé Breuil, le célèbre préhistorien. De telles révélations sont-elles de nature à remettre leur foi en question? L'abbé les rassure. Interroger le sous-sol, c'est encore interroger les âmes. Pour les chrétiens, ensevelir, n'est-ce pas, accompagner vers Dieu? À quelques kilomètres de là, à La Chapelle-aux-Saints et à la Quina, on découvre vite d'autres sépultures. Jamais jusque-là, on n'avait envisagé que l'homme de Néandertal, primitif avéré, ait pu enterrer ses morts. L'émotion des chercheurs est considérable. Quoi, quelques cadavres ensevelis sur des milliards de disparus?
On voudrait déjà en tirer une réponse? Décidément, plus on trouve, plus on s'interroge. Des années passent et la quête des restes humains se poursuit d'une tombe à l'autre. Des scientifiques prennent le relais des premiers découvreurs. Bernard van der Merch témoigne. Quand j'étais enfant, je me voyais tout aussi bien naturaliste qu'à la limite agriculteur. Enfin, même pas à la limite. Enfin, c'était le contact avec la nature que je cherchais. Et par la préhistoire, l'anthropologie, j'ai eu la possibilité de faire le raccord, je dirais, entre la nature et l'homme. Et pour moi, c'était essentiel. D'autres hommes qui vivent sur la terre où sont les morts creusent et s'interrogent. À quelques centaines de mètres de Lascaux, nous avons rencontré Roger Constant. Depuis 40 ans, il vit là, sur le site du Régordou avec ses bêtes. C'est un paysan sans autre culture que celle qu'il s'est faite. Il a avec la nature, avec les animaux et avec l'invisible, des rapports privilégiés. Son aventure commence en 1956, le jour où il obtient un permis de fouille officiel. Il se met à creuser à côté de sa maison. Près de 2 ans plus tard, il découvre un squelette d'homme datant de 70 000 ans et de nombreux ossements d'ours. Dès le lendemain, le Régordou devient un site célèbre et aussitôt les ennuis de Roger Constant commencent. Il est tout de suite aux prises avec l'administration. Il se voit d'abord contester le droit de poursuivre les fouilles sur son terrain. Manque de compétences, prétend-on. On lui propose d'échanger son squelette contre un moulage, il s'y oppose. Alors on lui retire son permis de fouille. Pendant 1 semaine, les forces de gendarmerie occupent les lieux pour protéger la découverte, avec ordre d'arrêter Roger Constant s'il redescend dans sa fouille. Le 10 octobre 1957, le squelette est dégagé et transporté au Muséum de Paris. Pendant les années qui suivent, la fouille livre les restes d'une vingtaine d'ours. Leurs os sont regroupés entre 2 blocs de pierre, comme si eux aussi avaient été disposés intentionnellement. Enfin, en 1965, les fouilles sont officiellement abandonnées. Pour Roger Constant, la double présence de ces os humains et de ces os d'ours est la preuve de l'existence d'un culte. Il nous a emmenés dans le gouffre, sous le site des découvertes. Au-dessus, on a trouvé la sépulture humaine d'abord, le néandertal, et les sépultures des ours. Il y en a une vingtaine, chaque animal possède sa sépulture comme l'homme, et toute la faune de Quatanet est représentée. Ça bouleverse toutes les dominations, ça, et la pensée aussi. Associer les sépultures des animaux avec celles de l'homme. C'est ça qui donne à réfléchir. Ils ont pratiqué des rites qui sont très profonds. Ça, c'est du sacré qu'on peut comparer maintenant aux religions actuelles. Mais c'est un lieu d'une importance considérable. Parce que l'homme et les animaux, c'est extraordinaire qu'ils soient déposés intentionnellement. Les scientifiques sont incrédules, mais les dépôts d'ossements d'ours près de la sépulture sont bien réels. Il n'est pas exclu que l'homme de Néandertal ait pris soin de l'ours. Roger Constant en a toujours l'intime conviction. Le sous-sol du Régordou continue pour lui d'exprimer ce que Louis Figuier écrivait en 1882 dans son livre « L'homme primitif ». Longtemps dans les vagues soupirs du vent, dans le doux murmure de l'onde, dans les voix étranges des solitudes, ils crurent reconnaître les gémissements et les appels de ceux qui les avaient quittés.
En 1965, alors que les bataillons de l'armée russe défilent sur la place rouge, des nouvelles venues de Moscou nous apprennent qu'un gigantesque chantier a mis à jour plusieurs sépultures d'hommes modernes. Mais les images n'arrivent pas à passer à l'ouest, sauf celle-ci, fantomatique mais unique, et sur laquelle retombe alors le rideau de fer. « 1968. C'est la tumultueuse année où la jeunesse d'Europe s'enflamme, invente des slogans nouveaux et dépave les rues. Une découverte vient confirmer l'existence de cultes néandertaliens. Cette fois, c'est au Kurdistan, dans le nord de l'Irak. Ralph Solecki visite depuis quelques années déjà de nombreux abris dans la région. Cette année-là, il monte une expédition pour explorer l'immense grotte de Shanidar, large de 45 mètres et haute de 15 mètres. Très vite, il met à jour 8 squelettes de néandertaliens, dont un est dans une sépulture qu'on appellera plus tard la sépulture aux fleurs. Parmi ces différents squelettes, puisque finalement il a trouvé 9 squelettes de néandertaliens dans cette grotte, il y en avait un qui l'a un peu surprise, qu'il a nommé le Shanidar 4, parce que exactement sous les os, il y avait une couche extrêmement noire, humique, qui l'a beaucoup étonné par rapport aux autres couches de la grotte. Solecki fait des prélèvements de terre sous et autour du corps. Il les envoie à Arlette Leroy-Gourhan, spécialiste de l'étude des pollens, dont les travaux permettent d'identifier la flore contemporaine de nos ancêtres. Habituellement, les pollens que l'on trouve dans les grottes ont été amenés par le vent, par les petits animaux ou par les pas des hommes préhistoriques. Ils apparaissent isolés sous l'œil du microscope. Là, dans cette terre noire, Arlette Leroy-Gourhan va découvrir des étamines entières, dont certaines ont plus de 100 pollens collés les uns aux autres, comme si des fleurs entières avaient été amenées près du cadavre. Deuxième curiosité, au lieu que ce soit n'importe quelle fleur, c'est-à-dire l'ensemble des fleurs qu'on trouve dans la grotte. J'ai beaucoup d'espèces dans la grotte, je dois avoir 40, 50 espèces différentes de fleurs dans la grotte. Or là, il n'y avait nettement que 6 espèces, toujours les mêmes, qui se retrouvaient en étamine ou en morceaux d'étamine cassés. Donc les hommes, en enterrant ce personnage, l'avaient mis sur un lit de fleurs et de feuillage, car il y a beaucoup aussi d'éléments végétaux qui se retrouvent dans cette terre. C'est le seul cas que je connaisse de dépôt de ce type au Paléolithique. Mais si l'on regarde, je crois, les sépultures que l'on a pour ce Paléolithique moyen, eh bien, on s'aperçoit que très souvent, elles diffèrent légèrement l'une de l'autre. On va trouver les mêmes objets techniques dans 2 gisements, et dans ces 2 gisements, on va trouver des pratiques d'inhumation différentes. Mais les pratiques funéraires sont, vous le savez, dans toutes les sociétés extrêmement contraignantes. On ne fait pas ce qu'on veut avec les morts et les cadavres. Donc s'il y a des différences, à mes yeux, elles ont un sens. Hein. Et ça montre bien que des groupes, peut-être pas très éloignés les uns des autres, qui fabriquaient les mêmes instruments pour vivre, en quelque sorte, par contre, avaient une autre vision, je dirais, de leur relation avec la mort, c'est-à-dire que leur culture devait être quand même différente. Le fait de confectionner des outils ou de domestiquer le feu semble prouver que l'homme préhistorique est conscient et réfléchi. Le fait d'enterrer ses proches démontre qu'il a pris conscience de la mort et du même coup conscience qu'il est un vivant.
La découverte de la sépulture aux fleurs tend à nous persuader que s'il entoure les dépouilles de présent, c'est qu'il ne tient plus forcément la mort pour une fin absolue et justifie sans doute ses offrandes et ce soudain respect. Malheureusement, une fois de plus, les fouilles sont arrêtées. Depuis 1968, la guerre oppose à Shanidar les Irakiens et les Kurdes. L'immense grotte est occupée et la fouille est remplie des déchets laissés par les soldats et par les bergers. La poussière des eaux, les armes primitives, les bois submergés, la vieille énergie humaine et la vieille énergie solaire nous arrivent confondus comme les racines dans la fermentation de l'humidité souterraine. La terre est la matrice et la tueuse, la matière diffuse qui boit la mort pour en nourrir la vie. Les choses vivantes s'y dissolvent, les choses mortes y remuent. Éliphore. Cette fois, la quête des sépultures nous conduit en Israël, à Gavzé. Bernard van der Merch y dirigeait les fouilles en 1972. J'ai toujours fouillé, hein. Mais la première découverte vraiment importante, c'est en Israël, quand j'ai trouvé pour la première fois une sépulture paléolithique. Là, il y a eu, évidemment, pas seulement pour moi, pour toute l'équipe qui était avec moi, un moment d'émotion extraordinairement intense. À Gavzé, il découvre la sépulture double d'une jeune femme et d'un enfant, datée d'entre moins 105 000 et moins 95 000 ans. C'est la seule sépulture paléolithique où l'on ait deux corps. L'adulte était une jeune femme, entre 18 et 22 ans, et l'enfant était âgé de 6 ans. À la différence de l'adulte, l'enfant n'occupe pas une position bien précise. Il est tassé sur lui-même, recroquevillé. On a l'impression qu'on l'a en quelque sorte entré en force dans la fosse qui avait été creusée pour l'adulte. Dans le fond, c'est la première fois qu'en préhistoire, on peut, je dirais, fixer par l'image les manifestations de préoccupation concernant l'au-delà, disons peut-être d'une certaine religiosité. On se prend à rêver. Et si cette sépulture était celle d'une mère et de son enfant? Peut-être que dans l'avenir, des recherches en paléogénétique permettront de montrer effectivement une relation de parenté entre les deux, à condition qu'il y ait encore de l'ADN qui soit conservé dans les os, c'est pas impossible, et que cet ADN nous apporte, que les segments d'ADN conservés nous apportent les informations que nous cherchons. Un peu plus tard, on trouve tout près de la sépulture double un adolescent, enterré il y a 100 000 ans, enseveli avec un bois de cerf posé sur le torse. Ce qui est extraordinaire, c'est que les deux mains avaient été ramenées de chaque côté du cou, comme ça, la paume vers le haut, et sur la paume des mains, on avait déposé un demi-massacre d'un grand cervidé. C'est incontestablement une offrande, et je crois que c'est la plus belle démonstration d'une offrande pour le paléolithique moyen, pour le moment. À mon avis, disons, le fait de déposer une offrande, disons, ça implique quelque chose. Donc il y a forcément et puis sur les mains, comme ça, il y a forcément une relation particulière entre ce massacre de cervidés et cet adolescent. Mais ce qui est évidemment pour nous une interrogation difficile, mais et à laquelle on ne peut pas répondre, c'est quelle était cette relation ? Souvenez-vous, 30 ans plus tôt, on apprenait qu'une prodigieuse découverte avait eu lieu à Saint-Gire, à 200 km au nord de Moscou. Le rideau de fer avait empêché les images de parvenir en Occident. Les voici. Le site préhistorique
occupe près de 10 000 mètres carrés de terrain. En surface, des restes d'habitations préhistoriques, la trace de nombreux foyers, des ateliers de fabrication d'outils en os, en ivoire ou en bois de renne. Et 6 sépultures, dont 3 sont en parfait état de conservation. Les objets fourmillent, des parures, des coquillages, des canines de renard perforées pour constituer des colliers et des ossements d'animaux. Autour des cadavres, des milliers de perles. Elles doivent provenir de vêtements de peau et de fourrure que portaient les hommes. Le tissu s'est décomposé, ne reste que les perles. C'est pour la première fois un habitat humain complet qu'on a sous les yeux. Il remonte à environ 25 000 ans, à l'Homo sapiens, l'homme qui allume le feu et qui enterre ses morts. Il y a des milliers de perles. Le temps pour faire cet ensemble de perles a été considérable. Donc ça implique que certains des congénères de ceux qui étaient morts avaient passé énormément de temps et donc avaient dû être d'une manière ou d'une autre, si je puis dire, dispensés de la recherche, par exemple, de la nourriture. C'est-à-dire qu'il y avait une organisation, ça laisse penser d'une part à une organisation sociale assez sophistiquée, assez élaborée, et d'autre part à une richesse suffisante pour que certains membres de la communauté puissent se consacrer à des tâches qui n'étaient pas strictement alimentaires. Tout porte à croire que les morts de Saint-Gyr étaient, de leur vivant, des personnages hors du commun, ce qui expliquerait qu'on les ait ornés et armés pour un grand voyage. Était-ce donc cela, la mort? Une aventure de plus? Un itinéraire mystérieux? Les corps ensevelis avaient-ils, aux yeux des survivants, quelque chance de revenir parmi eux? Ce qu'était la mort pour ces hommes, c'est très difficile évidemment de le savoir, mais ce qui est sûr, c'est que le traitement qu'ils accordaient aux cadavres nous montre qu'ils avaient établi des relations exceptionnelles, privilégiées avec le vivant devenu cadavre, en enterrant les morts ou en les traitant. Ils ont cherché d'une certaine façon à maintenir cette relation privilégiée avec le mort. Pour quelles raisons? Ça, c'est très difficile de le savoir. En fait, on ne le sait absolument pas. Mais je crois vraiment que l'inhumation volontaire, le traitement du cadavre, c'est le signe du fait que pour les vivants, et au moins pendant un certain temps, il faut que, je dirais, celui qui est mort n'est pas complètement disparu. Ils ont cherché à maîtriser ou à domestiquer progressivement la mort qui devait évidemment représenter une rupture. Ils ont essayé d'éviter que cette rupture ne soit définitive. Les chercheurs rêvent encore d'en apprendre davantage sur les attitudes de l'homme préhistorique face à la mort. Les mythes rôdent. L'image revient, lancinante. Tout ce qui naît, tout ce qui meurt. Une palpitation et un silence qui, mêlés, confondus, fournissent les récoltes et les tombeaux. Les profondeurs souterraines, les entrailles ténébreuses, fournissent la double évocation du ventre mystérieux d'où vient la vie et de l'ensevelissement définitif. Un cycle chasse l'autre. Le roman de l'homme se poursuit.